Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur la 4e vidéo concernant le métabolisme azoté. Donc jusqu'à présent, on a vu comment allait être éliminé le groupement azoté qui était fortement toxique pour l'organisme. On a vu son élimination totale de l'organisme via le cycle de l'urée et via l'ammoniogénèse pour permettre son élimination via l'urine. Maintenant, on va voir un petit peu le devenir du squelette carboné. Donc pour rappel, voici la structure d'un acide aminé. Donc on a vu toutes ces étapes ici. Et maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du squelette carboné et de son devenir. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce cétoacide ou squelette hydrocarboné ou carboné, ça va être la même chose. Donc on va avoir possibilité de former un nouvel acide aminé en rajoutant un groupement amine ou un autre acide aminé qui sera non essentiel. Donc ces étapes, on ne va pas les détailler ici. Il va y avoir également possibilité que ce squelette hydrocarboné subisse une décarboxylation qui sera irréversible ou qui rejoigne le cycle de Krebs, et ces deux étapes vont être un peu plus détaillées. Donc la décarboxylation va faire intervenir une décarboxylase. Elle va permettre en fait de produire un amine à partir d'un acide aminé en éliminant le CO2. On va retrouver par exemple la décarboxylation au niveau du cycle de Krebs où le pyruvate subit une décarboxylation. Donc le pyruvate, une molécule extrêmement importante du cycle de Krebs qui va permettre notamment de produire des éléments nécessaires à la production ensuite d'énergie. Mais la décarboxylation n'intervient pas uniquement dans le cycle de Krebs, on va le retrouver notamment au niveau de certains acides aminés comme l'histidine qui va subir cette décarboxylation. On va avoir élimination de ce CO2 et on va obtenir ce qu'on appelle l'histamine qui va être un neuromédiateur. Donc la décarboxylation va permettre de former différentes molécules qui ont souvent un rôle dans le système nerveux. Donc voici pour la décarboxylation. Ensuite, on va voir ce qui se passe lorsque le cétoacide va rejoindre ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va se dérouler dans les mitochondries et va être particulièrement important car il va se dérouler après la glycolyse, notamment une fois que le pyruvate a été créé. Et le cycle de Krebs est particulièrement important parce qu'il va permettre la réduction de certaines coenzymes, notamment le NADH et le FADH2. Or, ces molécules vont être particulièrement importantes pour la chaîne respiratoire et la production d'énergie. Donc on va voir maintenant comment les cétoacides ou les squelettes carbonés vont intervenir dans ce cycle. Donc il va falloir distinguer deux types d'acides aminés. On va distinguer les acides aminés glucoformateurs et les acides aminés cétogènes. Alors, il va y avoir également une troisième catégorie, à savoir les acides aminés mixtes, qui peuvent être à la fois glucoformateurs ou cétoformateurs ou cétogènes. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire un acide aminé qui va être glucoformateur? Un acide aminé glucoformateur, ça va être un acide aminé qui va être capable de former le pyruvate et différentes molécules dans le cycle de Krebs que l'on retrouve ici. Donc ces acides aminés glucoformateurs vont également pouvoir rejoindre la néoglucogénèse hépatique à partir notamment du pyruvate comme on peut le voir ici, mais également des différents éléments qu'on va retrouver dans le cycle de Krebs et donc va permettre la synthèse de glucose. Au niveau des acides aminés cétogènes, les acides aminés cétogènes vont permettre notamment la formation de l'acétyl-CoA, qui va être une molécule indispensable pour le cycle de Krebs, et également pour l'acétoacétyl-CoA que l'on retrouve ici. Les acides aminés cétoformateurs vont également être capables de rejoindre la cétogénèse hépatique, notamment au niveau de l'acétyl-CoA et de l'acétoacétyl-CoA. Donc pour conclure, on va avoir tout d'abord
au commencement du catabolisme des acides aminés, élimination du grommant azoté. On va avoir d'abord désamination, puis transamination, et on va avoir ensuite le suivi du cycle de l'urée et de l'ammoniogénèse, ce qui va permettre la formation de l'urée et son élimination. On a également formation ici d'acétoacide. Le cétoacide va ensuite, selon l'acide aminé qui est à l'origine de ce cétoacide, va subir soit une décarboxylation, soit va pouvoir rejoindre le cycle de Krebs et va pouvoir ensuite soit intervenir dans la néoglucogénèse grâce à différentes molécules si c'est un acide aminé qui va être glucoformateur, soit va permettre la formation de l'acétyl-CoA ou de l'acétoacétyl-CoA si c'est un acide aminé qui est plutôt cétogène. Donc on remarque également que certains acides aminés ont la capacité de faire les deux. Il faut également noter que le catabolisme du radical carboné est assez peu présent dans un organisme en conditions physiologiques. Ça va être uniquement au niveau du renouvellement protéique. Par contre, on va avoir un catabolisme du radical carboné très très important dans différentes conditions, notamment si on a un régime qui va être hyperprotéiné, puisque je rappelle que les acides aminés en excès ne pourront pas être stockés, et donc il va falloir les éliminer. On va retrouver également ce catabolisme très important des acides aminés lorsqu'on a certaines pathologies comme le diabète, ou notamment lorsqu'on fait un jeûne un peu avancé, où on va avoir une protéolyse musculaire qui va libérer des acides aminés, qui va être utilisée notamment à des fins énergétiques, comme on le voit au niveau du cycle de Krebs, qui permet à la fin de produire de l'énergie via la respiration cellulaire, mais également pour les différents acides aminés, notamment les acides aminés glucoformateurs, de rejoindre ensuite la néoglucogénèse.